Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actu territoriale. On va voir ensemble les principales actus du mois de novembre et on commence tout de suite avec les annonces du ministre de la fonction publique Guillaume Kasbarian qui a pas mal fait parler de lui pendant ce mois de novembre, notamment en annonçant que les fonctionnaires passeraient de 1 à 3 jours de carence en cas d'arrêt maladie pour faire entre guillemets comme dans le privé. Sauf que, en réalité, on a quand même pas mal de gens dans le privé qui sont pas à ces 3 jours de carence. Même si c'est inscrit dans la loi, il y a beaucoup d'exceptions. Certains disent 70% des personnes qui travaillent dans le privé qui ont moins de 3 jours de carence, du fait d'accords de branche ou de compléments avec leur mutuelle. Mais bref, cette mesure qui se veut égalitaire entre les fonctionnaires et les salariés du privé, finalement, c'est pas si égalitaire que ça. C'est évidemment avant tout une mesure d'économie et qui va d'ailleurs au-delà de cette mesure puisqu'il y a eu tout un tas d'annonces. Alors certes, Guillaume Kasbarian recule sur la suppression des catégories A, B et C, qui étaient un peu dans les petits papiers, mais par contre il conserve bien le gel du point d'indice en 2024, la suspension de la JPA, et donc ce qu'on commence à dire sur l'indemnisation qui baisse pour les agents en cas d'arrêt maladie. D'ailleurs, petit complément à ça dans cet article, c'est que après ces 3 jours de carence, eh bien les jours suivants seront indemnisés seulement à 90% contre 100% aujourd'hui. Donc au global, c'est quand même une sacrée baisse pour les agents publics et ça devrait faire économiser à l'État tous les ans environ 1,2 milliard d'euros. Au-delà de ça, il y a aussi une lutte contre les jours d'absence chez les fonctionnaires et on nous dit que cette réalité, c'est encore plus vrai dans la territoriale et dans l'hospitalière par rapport au privé. Donc encore une fois, on vient nous dire oui mais regardez dans le privé comment ça se passe. Quand on regarde ici pour les absences plus dans le détail, on se rend compte que c'est pas tout à fait la réalité non plus. Là, quand on nous dit par exemple que dans la territoriale il y a plus d'absences, on oublie de nous dire par la même occasion que la fonction publique territoriale elle est composée à 70% d'agents de catégorie C. Et dans ces agents de catégorie C, beaucoup ont un travail physique où on se blesse plus facilement et donc ça explique aussi cette réalité. Encore une fois, si on avait voulu faire un travail sérieux de comparaison publique-privée, parce qu'après tout, pourquoi pas, il aurait fallu comparer une branche avec 70% d'ouvriers par exemple dans le privé. Là c'est pas le cas, donc on peut remettre en cause cette comparaison. Il y a quand même aussi des choses positives dans ce plan annoncé, comme des mesures d'amélioration des conditions de travail, de débureaucratisation pour les agents, ça on va en reparler, et aussi de protection fonctionnelle. Le ministre Kasbarian a aussi félicité Elon Musk pour sa nomination afin de démanteler la bureaucratie aux États-Unis, et plus précisément aux États-Unis, le but serait de démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les régulations excessives, couper dans les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales. Guillaume Kasbarian fait donc un parallèle avec la situation française en félicitant Elon Musk et en disant qu'il avait hâte de partager avec lui les meilleures pratiques pour lutter contre l'excès de bureaucratie, réduire la paperasse, repenser les organisations publiques pour améliorer l'efficacité des agents publics. Alors cette déclaration, elle a provoqué un tollé chez pas mal de gens, notamment à gauche. Par exemple, la présidente PS de la région Occitanie, Carole Delga, a dit que ces déclarations humiliaient en fait les fonctionnaires qui tous les jours soignent, éduquent, protègent et font vivre les services publics dans nos territoires. Grosso modo, les critiques, c'est de dire que Guillaume Kasbarian veut casser le service public, alors que pour d'autres, au contraire, c'est une lutte contre une bureaucratie qui serait un frein à la fois pour les Français, les citoyens, mais aussi pour les agents eux-mêmes, et donc ce ne serait pas, entre guillemets, anti-fonctionnaire de lutter contre la bureaucratie. D'ailleurs, pour aller dans ce sens, Guillaume Kasbarian a participé à la journée des laboratoires d'innovation publique pour proposer notamment des simplificatons territoriaux dans cette optique de simplification. 3 priorités sont sorties de tout ça: réduire les délais d'attente, améliorer la qualité de service et rendre les démarches administratives plus accessibles. Plus concrètement, ces simplificatons territoriaux, ils se tiendront dans chaque département sous l'égide du préfet, et on a environ 130 laboratoires dans différentes administrations qui doivent innover et faire donc des propositions de simplification des démarches et d'amélioration du service public. On aura aussi a priori bientôt un prix de la transformation publique qui récompensera des projets innovants pour transformer concrètement le quotidien des usagers mais aussi des agents. Toujours dans cette optique de simplifier les choses, on a le Premier ministre qui fixe sa feuille de route au préfet pour les contrats de simplification. Les préfets avaient jusqu'au 20 novembre pour identifier 3 à 5 projets par département qui sont ralentis ou empêchés par justement cette complexité de la réglementation. Si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous avez vu, je vous ai parlé récemment d'un reportage sur France 2 où on voyait notamment le maire de Bourg-en-Bresse, si je me souviens bien,
qui parlait de ce type de problème, et notamment de toute la complexité qu'il y avait pour faire une piste cyclable sur une route qui jonchait la cathédrale. De mémoire, c'était la cathédrale, enfin bref, un bâtiment en tout cas qui est classé monument historique. Et donc c'est très compliqué de faire même des petits travaux lambda comme une piste cyclable. Et donc le Premier ministre a envie de montrer concrètement aux citoyens que les collectivités ont encore leur capacité à agir, même s'il y a une complexité juridique. Et donc cet article nous explique un peu plus dans le détail comment ça va se passer. Donc on nous parle des critères de sélection, de la méthodologie, du fait que les rapporteurs de ce service France Simplification de la Direction interministérielle de la transformation publique devront instruire ces dossiers et auront 2 mois seulement pour proposer une solution concrète. Mais cet outil de contrat de simplification n'est pas le seul outil que veut mettre le Premier ministre à disposition des préfets et des collectivités, puisqu'on aurait en 2025 un projet de loi de simplification de la vie économique et aussi le retour éventuel du rapport Ravignon qui pourrait se concrétiser lui aussi par une loi pour simplifier toujours cette action publique locale. Maintenant, on est dans un contexte un peu particulier. Je tourne cette vidéo le mardi 3 décembre et hier le Premier ministre a subi 2 motions de censure. On verra si ça aboutit à sa démission forcée, mais en tout cas, à la base, il y a quand même des projets prévus pour 2025 vers plus de simplification. Autre bloc de news sur ce mois de novembre, il y avait les assises des départements de 2024 et cette édition était vraiment particulière puisqu'il y avait ce fond de débat budgétaire au Parlement, mais aussi et surtout, ce qu'on nous dit dans le sous-titre ici, le fait que les élus départementaux alertent depuis un moment sur le coup de massue budgétaire avec à la fois des recettes en baisse et aussi des dépenses contraintes toujours en hausse, puisque les départements ont des dépenses contraintes quand même assez importantes avec le volet social, et en même temps des recettes en baisse qui sont liées à l'immobilier, mais ça on va le voir juste après. On nous dit par exemple que la dépense sociale, elle est passée en 3 ans de 56% des budgets des départements à 70%. Donc on voit que non seulement ces dépenses sont obligatoires, mais en plus elles augmentent de plus en plus. Et ça, les départements ne peuvent pas agir là-dessus, ils peuvent pas s'opposer. Malheureusement, il y a de plus en plus de dépenses sociales liées, alors par exemple au RSA ou aux aides pour les personnes handicapées. Et donc Michel Barnier devait répondre à toutes ces inquiétudes. Il a notamment prôné un nouveau modèle pour les départements, le financement de leurs compétences sociales et leur association aux décisions qui les concernent. Les départements de France avaient rédigé une résolution commune avec 4 exigences immédiates, et même si le Premier ministre ne répond pas forcément à tout, l'idée pour lui était de réduire très significativement l'effort demandé à la base, et il propose 5 allègements, notamment un au niveau de la DMTO qui serait de relever le plafond de ces DMTO, donc les frais de notaire pour le dire simplement, à hauteur de 0,5%. Les départements, eux, demandaient 1%, mais bon, c'est quand même toujours une hausse, donc une hausse des recettes pour les départements. Selon Michel Barnier, ces ressources potentielles supplémentaires représenteraient 1 milliard d'euros, et je vous laisse aller voir pour les 5 autres correctifs si vous voulez aller voir dans le détail. Sur le long terme également, il parle de méthodes renouvelées, avec une instance de pilotage État-département pour mieux associer les départements pour les prochaines réformes liées au département. Et on y revient, encore la simplification, ça c'est vraiment quelque chose qui ressort globalement, mais y compris donc pour les départements. Le Premier ministre a aussi parlé du fait de mieux définir le rôle de chaque collectivité, de chaque niveau de collectivité territoriale, pour revenir à des choses plus lisibles. Et c'est vrai qu'entre la période des années 80 où on avait des blocs de compétences clairs entre chaque strate et aujourd'hui, avec les différentes lois de décentralisation qui ont permis certes plus de souplesse, mais qui ont également mélangé un peu les compétences parfois dans les différents niveaux de collectivité. Bon, c'est pas très lisible pour les citoyens, mais même pour parfois les experts. Il est également revenu sur l'éventualité du retour du conseiller territorial et sur le retour également potentiel du cumul de mandats. Le premier n'étant pas très bien accueilli par les élus départementaux, alors que le second, oui. Les réactions du côté département sont pas très enthousiastes. Par exemple, le président de département de France a certes salué un premier pas, une volonté de dialogue, un geste aussi appréciable sur la hausse des DMTO. Alors appréciable pour les départements, hein, pas pour les personnes qui achètent un bien immobilier évidemment. Mais justement en parlant de ces DMTO, le gouvernement est déjà un tout petit peu revenu en arrière en annonçant que les primo-accédants
ne paieront pas plus de DMTO, hein, ils ne paieront pas cette hausse de plus 0,5% parce que selon lui, il faut rester quand même vigilant pour préserver la reprise immobilière. Il ne faut pas casser non plus cette dynamique de reprise, de légère reprise même, mais on nous dit que malgré ce petit retour en arrière, en tout cas sur cette partie des acheteurs, la mesure est quand même positive pour les départements sur le court terme. À long terme, par contre, ce qu'on nous dit, c'est que ça renforce cette dépendance déjà excessive des départements au DMTO. Et donc, sur le long terme, s'il y a encore des crises immobilières à venir, les départements forcément seront touchés. Et enfin, dernier bloc de news sur le congrès des maires qui a eu lieu durant ce mois de novembre. Et comme pour l'assise des départements qu'il y a eu aussi en novembre, on peut dire que c'était relativement tendu entre les collectivités et l'exécutif. On a eu en amont de ce congrès de l'AMF une étude pour voir les rapports entre les maires et l'État. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette relation n'est pas au beau fixe, puisque on voit que les maires manquent de reconnaissance vis-à-vis du pouvoir central depuis 2020 et qu'ils expriment des difficultés face au millefeuille administratif. David Lisnard, le président de l'AMF, nous dit qu'il y a une expression d'exaspération croissante depuis quelques années qui arrive presque à ébullition aujourd'hui. Dans l'étude, on nous montre par exemple que seuls 27% des maires interrogés disent obtenir la reconnaissance de l'État et de ses services, contre 39% en 2020. Donc on voit en quelques années seulement, on a eu 12 points de perte sur cet indicateur, mais au-delà des considérations, on va dire psychologiques, mais qui ont leur importance aussi, on va parler de quelque chose de plus concret qui est l'enchevêtrement entre l'État et les collectivités territoriales sur certaines compétences. Et 64% des maires estiment qu'il y a trop de doublons au sein de l'organisation administrative française. Et pourtant, ce millefeuille territorial, il a déjà été pointé du doigt par le rapport Ravignon. Et c'est un véritable sujet puisque selon les estimations de ce rapport, c'est une économie potentielle de 5 milliards d'euros pour les communes. Et ça aurait le double avantage d'enlever aussi de la charge mentale sur les élus locaux, en plus de faire de belles économies. On nous parle aussi de l'autonomie financière qui est remise en cause avec les réformes fiscales récentes. Par exemple, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales a pour effet que les communes sont plus dépendantes de ressources qui viennent directement de l'État, par exemple comme la dotation globale de fonctionnement, ou alors de fiscalité transférée, par exemple en produits de TVA. Donc que ce soit de façon directe ou indirecte, les communes sont plus dépendantes, y compris dans leur financement, de leur relation avec l'État. C'est ce que nous dit également Gérard Larcher, le président du Sénat, pendant ce congrès de l'AMF. Selon lui, il ne peut pas y avoir de décentralisation sans une vraie autonomie financière, mais aussi fiscale, des collectivités et sans revoir en profondeur le fonctionnement des finances publiques locales. Pour la clôture de ce congrès de l'AMF, Michel Barnier avait donc quand même une relative pression et il a annoncé une baisse des économies demandées aux collectivités, une simplification des normes et un renforcement du statut de l'élu. Alors sur les économies, je ne vais pas y revenir parce que dans le détail, on n'a pas eu vraiment de choses concrètes, mais a priori, il y aura moins d'efforts demandés aux collectivités. Sur les normes, j'y reviens pas parce qu'on en a déjà pas mal parlé dans cette vidéo. Et sur la protection des élus, ça c'est aussi un chantier qui sera normalement repris en 2025, mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les différentes motions de censure, voilà, on verra d'ici mercredi 4 décembre si Michel Barnier sera toujours Premier ministre. Et on a quand même pas mal de critiques, notamment d'André Léniel, qui est vice-président de l'AMF et qui juge quand même sévèrement les annonces du Premier ministre, puisque même si celui-ci parle longuement des libertés, en même temps, nous dit André Léniel, rien n'est fait pour pouvoir aller vraiment vers plus de liberté pour les collectivités. Il y a toujours 10 milliards d'euros de réfraction des moyens des collectivités, donc ça c'est un calcul qu'il fait en prenant en compte à la fois la suppression de crédits et les charges nouvelles. On en parlait tout à l'heure par exemple pour les départements. Et donc pour conclure, il nous dit que les communes ne sont pas une charge et que l'exécutif doit arrêter de réfléchir comme ça et devrait plutôt considérer les communes comme un levier de relance pour le pays. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les actus territoriales de novembre. Si vous voulez une piqûre de rappel hebdo des actus territoriales, j'ai une newsletter que j'envoie tous les dimanches. C'est le premier lien en dessous la vidéo. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.